Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Vers la fin de cette grande édition du journal, vous suivrez une page magazine consacrée spécifiquement à la journée internationale dédiée à la population avec l'UNFPA et particulièrement le ministre national de Plan, Guylain Nyemboa, s'adressera aux Congolais et Congolais à ces propos. Mais l'actualité restera dominée par ces questionnements. Après les consultations de Bujumbura, nous sommes au Burundi. L'espoir d'un dialogue inclusif en République démocratique du Congo semble s'éloigner. La classe politique est divisée. Les enjeux sur ces dialogues, justement, malgré la mobilisation de la médiation en série au niveau panafricain, la démarche semble toujours piétiner. On fait le point avec Christian Ngbanzo. En politique congolaise, quand on fait un pas en avant, il faudra s'attendre quelques jours après à des pas en arrière. L'invitation du président burundais aux opposants congolais, la reprise par un cadre de l'opposition de son passeport saisi et l'annonce par le ministère de l'Intérieur de l'encadrement de la marche annoncée par l'opposition pour le 22 juillet prochain, des signes qui faisaient croire à une ouverture politique et à un proche dialogue entre Congolais. Au lendemain de ces consultations, divers camps affiche des divergences très poussées. La coalition C64 conditionne sa participation au dialogue par les rejets du projet de révision constitutionnelle. Nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas tant que M. Tshisekedi n'aura pas pris la décision de renoncer et à la loi Ngondankoy, de renoncer au changement de constitution. Nous non plus, nous ne reculerons pas. Et ici, nous le disons au président de la République du Congo que je suis, porte-parole de la MOUCA et cofondateur de la C64, tout leader qui s'adhérait à reculer dans cette logique-là, nous allons les désavouer. Renoncer au changement de la Constitution serait un recul, plutôt un échec pour les camps du pouvoir. Difficile de croire à un retrait volontaire de cette option par les leaders de l'Union sacrée de la nation. Entre-temps, sur le terrain de l'insécurité, les affrontements intenses ont repris à l'est de la République démocratique du Congo. Un dialogue inclusif est souhaité par l'opposition. Un dialogue interne avec l'opposition non armée semble dire le pouvoir. Si les deux camps ne regardent pas dans la même direction, la loi du plus fort risque de prendre les dessus. João Lourenço de l'Angola, Faure Gnassingbé et Adema du Togo, les puissants Donald Trump, l'Américain, et l'émir du Qatar, Évariste Ndayishimiye du Burundi, et régulièrement le voisin immédiat Denis Sassou Nguesso. Quel médiateur faut-il encore pour arriver à résoudre le problème de la crise de la République démocratique du Congo et particulièrement dans sa partie orientale? Nous découvrons le tout avec Patricia Molengo Mbolekuni. Dans certains cas, l'implication de médiateurs n'est pas sans contrepartie. L'échec aux consultations en République démocratique du Congo, c'est probablement parce que les puissances étrangères qui interviennent cherchent d'abord leurs propres intérêts. Après Évariste Ndayishimiye, qui a consulté les opposants congolais et les confessions religieuses, le cardinal Fridolin Ambongo était au Congo-Brazzaville pour recourir à la sagesse du président Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités ont évoqué le sujet qui divise sur le changement de la loi fondamentale. Dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons.
les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et c'est pas peu de choses. Rappelons que le numéro 1 du Congo-Brazzaville a 42 ans au pouvoir et a été réélu avec 94% pour son 5e mandat. Du côté du président angolais Joao Lourenço, il s'est officiellement désengagé de son rôle de médiateur dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Il a été remplacé à ce poste par le Togolais Faure Gnassingbe. Après le processus de Luanda, le processus de Lomé est également devenu muet. Que dire de Donald Trump? La grande question, l'équation congolaise serait-elle aussi difficile à résoudre? Et si en politique la crise sécuritaire persiste pendant que dans la société, il faut relever que la maladie tue, alors que de cas suspects d'Ebola ont été détectés dans 2 nouvelles provinces, jusque-là épargnées. La bonne nouvelle de la riposte devrait venir de la province du Sud Kivu. Déjà plus de 42 jours sans nouveaux cas repérés encore une fois dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons vers un retrait imminent du Sud Kivu, justement, de la liste de provinces touchées par cette maladie qui a une létalité qui varie entre 20 et 40%. Suivez avec Ogilvy Matondo. La cartographie de l'épidémie d'Ebola en RDC évolue avec l'entrée des provinces de Tchopo et les Haut-Élé parmi les zones infectées. Alors que la province de l'Ituri conserve son titre d'épicentre de cette épidémie, la bonne nouvelle pour la riposte devait venir du Sud Kivu, province qui s'apprête à sortir de la liste rouge après 42 jours sans nouveau cas. Un indicateur essentiel dans le suivi de l'épidémiologie, cette performance témoigne de l'efficacité des mesures de surveillance et des prises en charge déployées par les équipes sanitaires et leurs partenaires sur terrain. Je pense donc j'annoncerai très prochainement le retrait de cette province des dispositifs de la riposte, a déclaré le docteur Roger Kamba. Et face à la maladie à virus Ebola en Ituri principalement, la MONUSCO poursuit avec son appui aux efforts de riposte. La mission onusienne a remis des équipements de protection individuelle de l'unité médicale rapide des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, afin de renforcer la sécurité de son personnel et ses capacités lors des évacuations sanitaires et des prises en charge de cas suspects ou déjà avérés. Regardez avec nos confrères. Cette dotation vient à point nommé, surtout pour les équipements de protection individuelle, parce que nous allons sur le terrain pour appuyer les opérations et faire les évasans dans les zones de santé civile pour amener les cas suspects et contacts dans nos CTE ici à Bunia. Je pense que ces équipements vont nous aider et renforcer nos capacités dans notre riposte en tant que service de santé militaire en appui opérationnel en Ituri. We are conducting our operation together. We have the responsibility also for our brothers FARDC to take care. So out of our responsibility, we ask the contingents to contribute some PPE for the medical facility of FARDC, and together we can fight this virus, and at the same time we can actually support the community and we can continue our mandated task. La MONUSCO est un partenaire fiable. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé avec cette collaboration, et ce n'est pas seulement dans le domaine sanitaire, c'est aussi dans le domaine des opérations que la MONUSCO est toujours côte à côte avec le FARDC. Donc dans ce cadre-là, nous allons toujours continuer à renforcer cette collaboration. Général. Et le monde entier s'est rappelé aujourd'hui, vendredi 10 juillet 2026, de la journée internationale des femmes sans voile, journée qui soutient les femmes dans leur liberté de choix vestimentaires où qu'elles vivent, où qu'elles évoluent, en particulier dans les pays où le voile est presque obligatoire. Il s'agit donc pour les Nations Unies d'offrir aux dames, d'une manière générale, un espace de libre expression pour toute leur féminité. Fofana Moukoubi. Le voile a longtemps été imposé aux femmes dans divers milieux, parfois par la loi, des fois par la pression sociale ou familiale. Vivre sans contraintes religieuses ou culturelles sur l'apparence de la femme a été au cœur de la lutte des femmes, surtout en milieu arabo-musulman. Cette réalité qui a pu durer longtemps est devenue un fardeau culturel dans un monde à perpétuelle évolution.
Et pour raffermir leurs ambitions d'épanouissement générique, les femmes, mais les militantes des droits humains, ont porté haut leur lutte jusqu'à décrocher auprès de l'ONU la célébration du 10 juillet comme celle qui prône mondialement la non-obligation du port de voile. Depuis 2010, l'observation de cette journée a dépassé les frontières du Moyen-Orient, d'où elle tire origine. En vogue actuellement, elle paraît un symbole de liberté individuelle et de soutien aux femmes qui ont fait le choix souvent difficile de retirer les voiles dans des environnements contraignants. Par cette journée, les Nations Unies prétendent premièrement donner une voix aux femmes qui subissent l'obligation de se voiler, qu'elles soient légales, sociales ou familiales. Deuxièmement, soutenir celles qui choisissent de retirer leur voile, parfois au prix de leur sécurité, de leur liberté ou de leurs relations. Troisièmement, dénoncer l'instrumentalisation du corps féminin, qu'elle soit faite au nom de la tradition, de la religion ou du patriarcat, puis promouvoir le droit universel des femmes à disposer de leur corps, à faire des choix pour elles-mêmes et à être respectées quel que soit leur mode de vie. La Journée mondiale des femmes sans voile défend une liberté corporelle universelle qui dépasse les cultures et les religions, celle de pouvoir choisir comment s'habiller, ce que l'on montre ou que l'on cache et comment on se définit. C'est une journée de courage, de solidarité et de reconnaissance pour toutes celles qui, dans l'ombre, payent le prix fort pour être elles-mêmes. Les artistes plasticiens, membres de l'association La Vie est Belle, ont visité aujourd'hui, vendredi 10 juillet 2026, les locaux de Antenne A Télévision, votre chaîne. Et depuis Kalamou, donc la commune de Kalamou, se trouve leur siège social. Ces artistes s'adonnent de manière effrénée à sensibiliser l'ensemble de la population pour que, dans cet ensemble, nous puissions tous mettre la main à la pâte et rendre notre cadre de vie qui nous sert d'habitat propre. Et être propre, nous allons nous éloigner de maladies. On fait le point avec Fofana Mokoubi. Aider leurs compatriotes RD congolais à comprendre que l'assainissement de l'environnement où ils vivent est le socle des activités des artistes plasticiens de l'association Belle Vie. Ils l'ont fait savoir de la plus simple des manières lors de leur passage dans nos locaux. Motivation na biso premièrement ezana ya bolingo ya mboka na biso. Poso ezana bolingo ya mboka na yo eza lokola elamba na yo Ola te lamba salité donc il faut ça na bolingo na ko sukola ngo toujours sa propre yango mona ki tuza bolingo ya mboka lolinga mabele na biso ezo na lokola bakoko na biso batika ki yango po na ndako ezalaki tonosa nga ba matembelete bandunda te mais lelo en tout cas atoloni omona kaka ozobuka te po mabele eza kopola en tout cas planète pena eza kopola par rapport à ba déchets surtout ba déchets oyo zo polluer planète na biso ba africain eza ba déchets et en Europe c'est total idée yango zomona souci na biso eza to garder toujours mabele ya bakoko na biso ndenge ezalaki po tonala nzala te est-ce que tonosanga matembelete bandunda bapilipili ba tomate muma tonolona mais le lot moi ça c'est pour plastique chassé donc déchets na ndenge moko ezo polluer mabele na biso to comprendre. Le message est clair, l'assainissement du milieu de vie humain devra être l'affaire de tous. Et le grand maître Lavoisier, allais-je dire, dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout peut se transformer. Justement, on va compléter ce journal avec notre rubrique que l'on appelle Info Plus dans une sélection et commentaires signés pour vous par Matondo Ogilvy. Intervenant mercredi dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'un débat présidé par la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka, la représentante spéciale de l'ONU, Pramila Platt, a rappelé que les violences sexuelles liées au conflit des mers, l'un des crimes de guerre moins condamnés au monde. Elle souligne qu'à la création de son mandat, il y a 17 ans, ces violences étaient déjà qualifiées le plus grand silence de l'histoire, réaffirmant la nécessité de lutte contre l'impudicité et les mieux protéger les survivants. Dans un communiqué officiel publié jeudi dernier, le porte-parole des FARDC a rappelé que l'utilisation des téléphones portables dans les zones d'opération reste strictement interdite. Cette mesure vise à préserver la sécurité des opérations militaires, à empêcher toute fuite d'informations
informations sensibles et à protéger l'opposition ainsi que le mouvement des troupes. Le commandement des FARDC appelle l'ensemble des militaires à respecter scrupuleusement cette consigne sous peine des sanctions disciplinaires prévues par le règlement en vigueur. Le mouvement des grèves des médecins lancé par le syndicat national de médecins SINAMED continue de perturber les activités dans plusieurs hôpitaux publics de Kinshasa, notamment le centre hospitalier universitaire Renaissance et l'hôpital mère-enfant de Barumbu. Selon les responsables du syndicat, le mot d'ordre est largement respecté. À Bumbu, le médecin directeur assume seul les consultations prénatales, tandis que les SINAMED maintient la pression pour obtenir du gouvernement des réponses à ses revendications, notamment le paye des salaires, la régularisation de la prime de risque et le respect des engagements financiers. La société civile du Sud Kivu tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des naufrages sur la rivière Ulundi dans les territoires de Chabunda. Selon elle, au moins de 50 personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues au cours des 3 derniers mois. Les acteurs locaux attribuent ces drames au mauvais état des embarcations de fortune utilisées pour le transport des passagers entre les villages riverains et appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour renforcer la sécurité sur les voies navigables. Des images qui déchirent les bonnes âmes et nous devons tous apporter la solution et particulièrement le gouvernement par devers le ministère des Transports, voies de communication et du désenclavement qui intime l'ordre à chacun de pouvoir prendre le bouée de sauvetage avant de prendre place à bord d'une embarcation pour effectuer un voyage d'un point X à un autre point Y. Poursuite aujourd'hui, vendredi, de la compétition de la 42e édition du championnat d'Afrique de club vainqueur de la Coupe de handball, lancée hier jeudi. Cette compétition ira jusqu'au 14 juillet 2026 au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte situé dans la commune de Kinshasa. On découvre le tout avec Albertine Bouy. Pour la première fois de son histoire, la capitale congolaise accueille depuis jeudi 9 juillet le championnat d'Afrique de club champion de handball. Cette prestigieuse compétition continentale a démarré le 9 juillet et se poursuivra jusqu'au 14 juillet prochain. La République démocratique du Congo est représentée par 4 clubs, à savoir la jeunesse sportive de Kinshasa et l'AS Police chez le Messier, ainsi que Héritage et les tout-puissants Mazembe chez les dames. La GSK a parfaitement lancé les hostilités en réalisant un match spectaculaire face au FAP du Cameroun, alors qu'elle semblait se diriger vers la victoire. La formation quinoise a finalement été rejointe dans les toutes dernières secondes de la rencontre, concédant un match nul 19-19 après une incroyable remontée de Camerounais. De son côté, l'AS Police, deuxième représentant congolais chez les hommes, a en revanche pas connu la même réussite. Opposés à Étoile du Congo, les policiers se sont inclinés sur le score de 30-19. Le Brazzavillois avait déjà pris une sérieuse avance à la mi-temps 15-7 avant de confirmer leur domination jusqu'au coup de sifflet final. Chez les dames, le bilan est également mitigé. Les tout-puissants Mazembe a été battu par le FAP, tandis que Héritage a réussi son entrée en lice en remportant un duel très disputé, signant ainsi sa première victoire dans le tournoi. Après cette première journée, aux résultats contrastés, les représentants de la RDC tenteront de rebondir lors de prochaines rencontres. l'AS Police, par exemple, affrontera le club marocain Motada le 11 juillet avec l'ambition de rester en course pour une place dans le dernier carré. Devant leur public, donc, le club congolais espère désormais inverser la tendance et faire honneur au pays hôte de cette 42e édition. Mais malheureusement pour cette deuxième journée, les Noirs et Blancs de Mazembe, version féminine, sont déjà tombés face à l'AS Otoyo à l'issue d'un match qui s'est soldé par un score de 37-19. Le clou du Congo-Brazza croisera le fer avec FAP du Cameroun le samedi 11 juillet prochain au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Sport encore, l'équipe nationale de boxe dans les deux versions masculine et féminine
a pris part au championnat d'Afrique de nations de boxe du 3 au 4 juillet 2026 à Libreville, capitale du Gabon. Et les Léopards ont regagné le pays via Brazzaville. La Verte et les Fauves ont remporté 15 médailles, dont 11 en or. Daï Lambouchi pour la suite. Les champions du championnat d'Afrique de boxe zone 3 qui s'est déroulé à Libreville au Gabon, les Léopards de la République démocratique du Congo ont regagné le pays via Brazzaville avec une note satisfaisante. Aussitôt arrivée, la délégation congolaise s'est rendue directement à la résidence du président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, pour présenter sa moisson. Porteur de 15 médailles, dont 11 en or, et d'un trophée synonyme de champion de cette joute africaine. D'abord, nos remerciements au président de la République, au premier sportif congolais, au ministre de Sport et à vous les athlètes. On vient de prouver une fois encore que le Léopard RDC reste toujours au top au niveau de l'Afrique. Merci à vous les champions. Cap vers le championnat d'Afrique. Merci. Cette sélection, qui a valablement défendu les couleurs nationales au Gabon, sera de nouveau présente à Dar es Salaam en Tanzanie pour défendre son titre continental au championnat d'Afrique prévu du 14 au 27 octobre 2026. Comme nous l'avions annoncé tout au début de cette grande édition du journal, le monde entier célèbre chaque année le 10 ou le 11 plutôt, le 11 juillet de chaque année, la journée internationale de la population. Et pour cette année 2026, elle est célébrée sous le thème réaliser les espoirs et les aspirations de jeunes aujourd'hui pour l'avenir. Je vous prie à suivre donc le message que le ministre du Plan, le ministre congolais, Guilain Nyembo, a adressé à l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. Regardez.
Et ce message du ministre du Plan est délivré aujourd'hui 10 juillet, mais pour la journée qui sera célébrée demain 11 juillet sur l'ensemble de la planète Terre pour justement, j'allais dire, célébrer la population. Mesdames et messieurs, c'est avec ces images que nous allons clôturer cette grande édition du journal tout en vous disant bon début de week-end dans vos familles et au revoir.